Bienvenue dans ce podcast réservé aux articles de Monsieur Charles Gave. Vous allez écouter ses derniers écrits publiés le 12 juin 2023 sur l'Institut des Libertés. Le lien est en description comme d'habitude. Il est intitulé Penser l'impensable ou comment gérer ses actifs dans une période d'hyperinflation et d'effondrement du taux de change. Bonne écoute. Comme chacun devrait le savoir, une monnaie a trois fonctions. La première, étalon de valeur, pour permettre la comparaison des prix. Deuxième, instrument d'échange, pour éviter le troc. La troisième, réserve de valeur, pour incorporer le temps dans le calcul économique. Dans un système national de monnaie fiat, chaque monnaie a deux prix. Le premier, le taux de change, qui permet une comparaison géographique des prix des différentes monnaies fiat. Le deuxième, le taux d'intérêt, qui fait rentrer le temps dans le calcul économique. Enfin, historiquement tout au moins, chaque monnaie papier était adossée sur un État qui en assurait la bonne marche. La monnaie était de fait le symbole même de la souveraineté. Elon Musk compare le système que je viens de décrire à un logiciel qui serait plaqué sur le système de production pour en assurer le fonctionnement. Et c'est une idée brillante. Hélas, comme tous les logiciels, le système monétaire connaît des bugs. Et ces bugs peuvent avoir des conséquences très graves sur le système de valorisation des actifs dans lesquels j'investis. En principe, il doit y avoir une relation stable entre les valeurs réelles, créées par le système économique sous-jacent, et les valeurs monétaires, créées par le logiciel. Le bug qui vient le plus souvent dans le cas des monnaies papier est le suivant. L'État, qui a le monopole de la création monétaire, trouve ça bien pratique et se met à imprimer tellement de papier-monnaie que la valeur monétaire créée par le logiciel n'a plus rien à voir avec la valeur créée par le système économique. Dans ce cas précis, la valeur de la monnaie se met à tomber vis-à-vis des autres monnaies, le taux de change qui baisse. Vis-à-vis des produits réels, c'est l'inflation. Et enfin, vis-à-vis du temps, la hausse des taux d'intérêt, pour incorporer la hausse des prix dans le calcul. Et ce dérèglement peut être si important que le système passe en hyperinflation, pendant laquelle la valeur de la monnaie se met à tomber beaucoup plus vite que le gouvernement ne peut en imprimer, et tombe asymptomatiquement vers zéro. Il y a eu de très nombreux cas dans l'histoire, depuis que le papier-monnaie a été inventé par les Chinois il y a 11 siècles. Les assignats en France, la République de Weimar en Allemagne, la Chine dans les années 40, l'Argentine à plusieurs reprises, le Zaïre récemment, l'Europe et les USA demain. Pour moi, en tout cas, la question essentielle que posent ces périodes est comment le citoyen de base peut-il éviter de voir son patrimoine détruit pendant ces cataclysmes monétaires? J'ai donc décidé de regarder ce qui s'était passé en Turquie depuis une dizaine d'années. La Turquie a des caractéristiques très intéressantes pour faire cette comparaison. Premier point, elle n'est pas vraiment en hyperinflation, mais plutôt dans une période de forte hausse des prix. Deuxième point, il y a eu une grande stabilité politique dans ce pays dont l'appareil de production n'a pas été détruit, par une guerre par exemple. Troisième point, l'appareil productif s'est développé normalement. Bref, tout a été normal en Turquie, si ce n'est la forte inflation. Comment fallait-il investir en Turquie dans les 10 dernières années? Première conclusion, il fallait éviter comme la peste de garder son épargne en cash, en bons du trésor à court terme ou en obligations turques. Premier graphique, montrant donc trois éléments sur les 10 dernières années, donc partant de 2013 à nos jours. Ces trois éléments sont la valeur en termes réels du cash, d'une obligation à 1 an et d'un portefeuille obligataire à 10 ans. On part d'une base 100 en 2013. La valeur en termes réels d'un billet de 100 lire vaut aujourd'hui 13,7. Celui d'une obligation à 1 an, 53,6. Et la valeur du portefeuille obligataire à 10 ans, 10,1. Je reprends le texte. Le rentier turc classique, qui aurait gardé des billets dans son matelas, aura perdu 84% de son pouvoir d'achat. Celui qui aurait détenu un portefeuille obligataire, à duration constante, en serait à avoir perdu 90%.
Et celui qui s'en sort le moins mal est le détenteur du papier à court terme turc, qui commence à perdre du pouvoir d'achat simplement à partir de la fin de 2018. Première conclusion. Si vous devez rester en revenu fixe dans une période inflationniste, restez en duration aussi courte que possible. Vous perdrez, mais vous perdrez moins que les autres. Deuxième conclusion. L'inflation en Turquie a cessé d'être sous contrôle. Contrôle relatif, voir le graphique précédent. Quand on passe sous les 100, les taux d'intérêt ne compensent plus la hausse des prix en 2019. C'est donc à partir de 2019 que je vais commencer mes graphiques suivants. La bonne stratégie, si vous le pouvez, c'est d'acheter avec vos lires des monnaies étrangères qui ne seraient pas inflationnistes et ou de l'or. Si le lecteur turc de l'Institut des Libertés, et il doit bien en avoir un, a suivi cette stratégie, voici quels auraient été ses résultats. En termes réels locaux, c'est-à-dire déflatés par l'indice du coût de la vie turque. Deuxième graphique cherchant donc à analyser le pouvoir d'achat de 3 éléments, une once d'or, une obligation chinoise à 1 an et une obligation US à 1 an. Partant d'une base 100 au 1er janvier 2018, nous sommes à 103 avec l'obligation US à 1 an, à 113 avec l'obligation chinoise et à 151 avec l'once d'or. Je reprends le texte. Le moins fatigant et le plus profitable, pour ce lecteur, aurait été d'acheter de l'or, ce qui est normal, car les taux courts étaient très bas, aussi bien aux USA qu'en Chine. Pour l'instant, rien de bien révolutionnaire. Imaginons maintenant qu'en Turquie, il eût été interdit de vendre de la lire turque contre de l'or ou contre des devises étrangères. Comment le lecteur de cet infortuné pays pourra-t-il protéger son patrimoine financier? C'est là qu'interviennent les actions, qui sont les actifs du système productif sous-jacent, cotés dans la monnaie du logiciel. Regardons en prenant l'exemple turc. Troisième graphique, analysant donc la rentabilité en termes réels, dividendes inclus, du marché des actions turques, en partant d'une base 100 au 1er janvier 2019 et exprimée de 3 façons, en lire turque, en dollars US et en termes réels. Les résultats de nos jours sont donc de 100 à 116 en termes réels, 125 exprimés en dollars US et 548 exprimés en lire turque. Il est toujours merveilleux de voir à quel point les marchés fonctionnent pour peu qu'on les laisse tranquilles. Le marché des actions turques est finalement complètement indifférent au malheur de la monnaie turque et continue à vous donner imperturbablement les 4% réels auxquels vous avez droit en tant que propriétaire. Et aussi une rémunération en dollars ou en euros tout à fait satisfaisante. Conclusion. Imaginons que les génies qui nous gouvernent réussissent dans leur tentative de créer une forte vague inflationniste aux USA et en Europe. Que faire pour se protéger contre cette éventualité très probable en utilisant les leçons que vient de nous donner l'expérience turque? La réponse est évidente. Mettre une partie en or, mettre une partie en obligations chinoises, mettre le reste en actions qui n'ont rien à voir avec le gouvernement local. C'est rigolo, mais ça ressemble beaucoup au portefeuille de l'Institut des Libertés. Un hasard sûrement. Fin de ce dernier article, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.